Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Il y a eu un petit problème au niveau de l'enregistrement de cette partie de l'exercice QCM. Donc la première partie, vous l'aurez, hein, il n'y a aucun problème. Mais la deuxième, vu qu'elle s'est arrêtée juste avant que j'ai fini l'exercice, je la reprends un petit peu à ce niveau-là. Donc la première partie parlait du mode et de la médiane pour la question 3. Je vais reprendre à partir du calcul de la moyenne. Bon, le calcul de x bar, ici c'est 1 sur n, somme de 1 jusqu'à 6 ni ci, où le ni c'est l'effectif et le ci c'est le centre de la classe. Donc vous rentrez vos données, c'est ce que j'ai fait ici, donc normalement je vais essayer de regarder quelle est la moyenne. Ça me donne 8,60, 8,6. 6,04, etc. Donc je vais faire comme eux ici, et ils mettent 3 chiffres après la virgule. Donc je vais mettre 604. À peu près 604. Donc B est fausse. Le A, pardon. C'est la première question qui concerne la moyenne. La moyenne est 9,021. Non, c'est 8,604. Donc la A est fausse. Pour ce qui est de l'écart type, parce que j'ai parlé de la classe modale, j'ai parlé de la médiane, il me reste l'écart type. L'écart type, nous en avons deux. Et il vaut mieux les écrire tous les deux parce que nous sommes dans une situation qui est de la statistique toujours. Hein. On ne sait pas, on peut dire que c'est de la statistique descriptive parce qu'on travaille sur une série statistique, mais quand on ne parle pas de ce qui va être utilisé après, est-ce que c'est de l'inférence statistique ou pas, enfin, je préfère que vous fassiez les deux. Donc on ne sait jamais, parce que là, la valeur qui est donnée, on ne sait pas à quoi elle correspond exactement. Il vaut mieux écrire les deux. À ce niveau-là, hein, il n'y a aucun problème. Surtout quand on essaie de justifier, on arrive à voir est-ce que la personne sait de quoi elle parle ou pas. Donc le premier, c'est 2,74. 2,73, etc. Ici, l'écart type est donné avec deux chiffres après la virgule. Donc, je vais essayer d'écrire, et puis après je verrai. L'autre, si je prends l'autre, 4, voilà, 2,75. Donc, c'est celui-là, en fait, dont a été donné la valeur. Donc, D est vrai. De toute façon, ça serait mal vu si la personne avait écrit ça et dit le D est fausse. Parce que nous sommes dans une situation où on ne vous impose pas quel écart type vous devez prendre. Donc, peu importe, vous écrivez les deux. Et puis, si les deux sont différents de D, donc on peut dire que D est fausse. Mais si l'un des deux est égal correspond à D, vous dites que c'est vrai à partir de ce résultat-là. Hein. Je pense qu'il y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Voilà, la question 4. La question 4, c'est l'estimation par intervalle de confiance pour une moyenne dans le cas où sigma est connu. Donc, dans le cas sigma connu, ça c'est une hypothèse de notre question. Dans le cas où sigma est connu, la loi d'échantillonnage, c'est x bar moins mu sur sigma sur racine de n, ça suit une loi normale 0,1. Et donc, à 90%, on a la probabilité pour la loi normale 0,1, c'est 1,645. Ça, c'est une valeur que vous devez connaître par cœur, normalement.
Il y en a deux que vous devez connaître par cœur. 1,96 c'est pour 95% et 1,645 c'est pour 90%. Sinon, il faut toujours refaire le calcul pour pouvoir les déterminer à partir de la table de la loi normale 0,1. Donc ici, l'intervalle de confiance, si vous remplacez à 90% pour mu, ça sera x bar. J'écris en minuscule parce que c'est comme si j'avais tout fait au niveau de la répartition. C'est x bar moins 1,645 fois s' sur racine de n et x bar plus 1,645 fois s' sur racine de 5. Et si vous regardez les écritures, c'est la C. C'est la C. C'est la C qui est vraie. Donc les autres, le A 1,96 ça correspond pas, ça correspond à 95%. La deuxième, la première, il y a deux erreurs. Il y a le fait de dire que c'est 1,96 pour la loi normale et S', alors que nous sommes dans le cas où sigma est connu. Donc on ne parle plus d'écart type échantillonnal. Donc il y a ces deux erreurs-là au niveau de la première, de petit a. La deuxième, l'erreur c'est au niveau de l'estimation, l'écart type échantillonnal S'. Nous ne sommes pas dans une situation où sigma est connu et où sigma est inconnu. Donc le B est faux à cause de ça. Et la D c'est pareil, c'est 1,96, ce qui correspond à 95%. Donc il reste que le C, c'est elle qui correspond à notre exercice. La question suivante, la question 5. La question 5. Pour estimer par intervalle de confiance au seuil 1 moins alpha un écart type sigma, pour estimer par intervalle de confiance l'écart type sigma, on utilise, en fait on passe toujours par la variance. On utilise n-1 S' carré sur sigma carré, ça suit une loi de qui 2 à n-1 degré de liberté. Mais la chose à laquelle il faut faire attention ici, c'est que la formule pour les variances, aussi bien échantillonnales que de la population, celui-là on l'appelle les variances de la population et celui-là variance de l'échantillon. Quand on connaît toute la population, c'est cette formule qu'il faut utiliser. Et quand on ne connaît qu'un échantillon, c'est celle-là qu'il faut utiliser de préférence. Mais si vous regardez ces deux formules-là, n-1 S' carré, c'est la même chose que ns carré. Et là, c'est un petit piège qu'il faut... un petit piège, non. C'est une relation qu'il faut avoir à l'esprit. Parce que normalement, quand je calcule, quand je fais n-1 S' carré, c'est la somme des xi moins x bar au carré. Et c'est exactement la même chose que ns carré. Donc normalement, ns carré sur sigma carré, c'est la même écriture en fait. Tout dépend de ce que vous avez, de ce qu'on vous a donné. Parce que à partir des résultats sur un échantillon, on peut vous donner les deux écarts types, on peut vous donner l'un qui n'est pas le bon. Et donc vous devez, par la relation qui existe entre les deux, c'est un rapport de proportionnalité, hein, vous multipliez pour vous diviser par racine de 1 sur n-1, et vous obtenez S' à partir de S. Donc là c'est très important, le fait de faire le passage entre les deux. Donc c'est le A, ça c'est le A. Le A est vrai. Et ça c'est le C. N-1 S' carré sur sigma carré, c'est le C. Donc, que vous parliez de l'écart type ou que vous parliez de la variance, c'est exactement la même chose.
quand on essaie d'estimer, quand on essaie de travailler, c'est toujours par les deux quantités qui sont là, à savoir les variances avec 1 sur n somme des x i moins x bar, ou bien 1 sur n moins 1 somme des x i moins x bar, au carré. Voilà pour la question 5. Pour la question 6. Pour la question 6, là, ce sont un peu des petits pièges. Bon, il faut savoir les éviter. Hein. La question 6. On vous donne n égale 25, x bar égale 32,01, S' égale 4,76. Rien que le fait de décrire ça, ça veut dire que la loi d'échantillonnage à utiliser pour l'intervalle de confiance à 90% pour mu et x bar moins mu S' sur racine de n, loi de Student. Il faut faire très attention à ça, c'est une loi de Student. À n-1 degré de liberté. Du moment que nous avons S', ça y est, c'est fini. Le sigma est inconnu et on utilise la loi d'échantillonnage avec la loi de Student. Le n est égal à 25, c'est un nombre relativement petit, donc il faut passer par la table de la loi de Student. Bon, vous allez sur la table de Student à 24 degrés de liberté. D'après la table de Student à 24 c'est 25 moins 1 degrés de liberté, on a T alpha égale 24 et la colonne 0,1, 10%, donc pour alpha, hein. Donc 90 pour 1 moins alpha. C'est 1,7109. 1,7109. Donc l'intervalle de confiance à 90% pour mu, je vous fais abstraction de la réécriture de 0,9 est égal à probabilité, etc., etc. Je vais écrire directement la formule. X bar moins 1,7109 fois S' sur racine de n, et X bar plus 1,7109 fois S' sur racine de n. Donc je fais l'application numérique, je prends la calculatrice, et j'écris 32,01, 09 ou 01 01. 01. 32,01 moins 1,7109 fois 4,76 divisé par racine de 25 qui est 5. Donc égale 30,38. 38, 1, etc. Donc je vais écrire 30,38. Et je balade mon curseur, et le moins je le rends plus. Ça me donne 33,64. 6, 3, 8, etc. Donc ça fait 64. Donc si je regarde les propositions qui sont faites, c'est la D. D. C'est la D qui est vraie. Voilà. Je passe à la question 7.
La question 7 elle nous dit l'estimation par intervalle de confiance à 90% pour une proportion est. Et donc nous avons pour une proportion P, l'intervalle de confiance à 90% et nous savons que la loi d'échantillonnage, là c'est de côté, hein, la loi d'échantillonnage est Fn moins P sur racine de P, pardon, P 1 moins P sur N, ça suit une loi normale 0,1. Et donc, à partir de le 90 ici, ça me fait dire que le U alpha est égal à 1,645. Donc, l'intervalle de confiance est, c'est pas la peine que, bon, 645, vous pouvez refaire tout le travail que vous voulez, mais bon, normalement, c'est le meilleur possible à partir de notre étude. Mais si on a des doutes, on peut remplacer le P1 moins P par un quart, et donc ça nous donnerait 1 sur 645 sur 2 racines de n. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme étant là, comme autre intervalle à préciser. Mais personnellement, je préfère que vous ayez toujours ce réflexe, à savoir ne pas considérer le Fn comme étant une estimation qui n'est pas fiable, qui n'est pas valable. Donc pour nous, le Fn c'est une estimation pour P, et on peut l'utiliser quand on a envie de parler de P. Donc ici le P1 moins P qui se crée au niveau de l'intervalle du pseudo-intervalle de confiance, parce que ce n'est pas un intervalle de confiance à proprement dit, étant donné que le P est inconnu. Bah, automatiquement, il y avait deux possibilités, soit remplacer P par Fn, ce qui est le bon choix, soit dire qu'on va prendre la plus grande valeur pour P1 moins P qui est un quart. Donc prendre la valeur maximale pour P1 moins P. Mais si on le fait, on insinue, on essaie de dire aux gens que nous n'avons pas confiance en ce que nous avons fait. Et ça c'est mauvais pour plusieurs raisons. Donc ici, c'est la question, c'est la réponse C. Donc la première, ça ne correspond pas, 1,64 non plus parce que c'est une estimation grossière. En prenant 1,64, on pouvait très bien prendre aussi 1,65. Mais puisque au niveau des probabilités, on est juste au milieu, on a pris la demi-somme qui est 1,645. Et donc c'est le C qui est vrai. C'est la C qui est vraie. À la rigueur, la D. D'ailleurs, généralement, quand je dis autre à la fin, c'est que j'aimerais qu'on me justifie pourquoi. Et donc, celui qui va me justifier, il va me dire que je vais remplacer P1 moins P dans la formule de la loi d'échantillonnage par un quart, parce que c'est une possibilité, et donc je peux considérer que c'est juste. Mais la justification, elle a été donnée dans ce cas-là. La huitième question est la dernière. La loi de Fischer-Snedekor, telle que vue en cours de statistique, permet de... la loi de Fischer-Snedekor, la première proposition, donner l'intervalle de confiance pour une variance. C'est faux. C'est la loi de Kide qui permet de le donner. Le B, tester l'égalité entre les variances sur deux populations. C'est le cas. Elle permet de tester. Nous avons vu cette possibilité-là, hein, tester l'égalité de deux variances. Donc l'égalité entre deux variances mesurée sur deux populations. Donc c'est le B qui est vrai.
La C, tester l'égalité d'une variance avec une valeur donnée. Non, ça c'est le petit 2 qui le permet. Et donner l'intervalle de confiance pour un rapport de variance. À la rigueur, hein, avec une certaine manipulation des informations concernant la variable aléatoire, loi de Fischer, on peut imaginer cette possibilité-là. Mais dans notre cours, dans notre traitement statistique inférentiel que nous avons vu en cours, c'était que la possibilité de faire le test d'égalité entre deux variances. Et donc c'est pour ça qu'on l'utilise dans les tableaux d'ANOVA, etc. Voilà. La quatrième possibilité, sous l'hypothèse d'égalité ou de quelque chose entre deux variances, on peut très bien regarder et donner un intervalle de confiance pour un rapport de variance. Variance échantillonnale, bien sûr. Mais là, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Il faut. C'est pas comme ça qu'on l'a vu au niveau de notre cours. Voilà. Ça permet d'avoir une idée sur cet exercice QCM. Apprenez à travailler avec. Essayez de. Le seul conseil que je peux vous donner, et d'ailleurs je le donnerai toujours à ce niveau-là, à savoir qu'il ne faut pas que, quand vous voyez un QCM, vous le prenez comme un jeu de hasard. Ce n'est pas un jeu de hasard, il y a toujours une certaine réflexion derrière. Il suffit de regarder la question, essayer d'y répondre d'une manière tout à fait naturelle, comme si vous aviez une question à répondre, et puis après, à partir de votre réponse, si vous ne vous êtes pas trompé, vous choisissez la bonne réponse qui correspond, ou les bonnes réponses qui correspondent. Donc, si on vous dit au départ une seule réponse est juste, si vous faites le calcul, ce n'est pas la peine de vérifier toutes. Une fois que vous avez trouvé la bonne, vous la notez. Mais s'il y a plusieurs propositions là, ce sont des risques d'erreur que vous pouvez éviter si vous faites bien les calculs, hein, si vous travaillez correctement les questions. Voilà. Bonne visualisation, bon travail. Essayez de travailler des choses comme ça parce qu'on ne sait jamais. Ça peut donner réflexion à des types d'examens à avoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Portez-vous bien, prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir ou de vous avoir ou de vous voir en présentiel. Salam alaikum.